Bonjour Charlotte Lacoste. Bonjour. Séduction du bourreau, c'est le titre de votre livre publié au PUF, qui est un livre très riche, très dense et vraiment bien mené, dans lequel vous pointez les dangers d'une humanisation des bourreaux. Alors, vous avez recours à beaucoup d'exemples de pièces de théâtre, de romans ou de films pour montrer en quel sens le fait de mettre en scène des personnages de bourreaux, qu'ils aient véritablement existé ou non, contribue à humaniser ces bourreaux et donc à faire passer au second plan l'atrocité de leurs actes. Charlotte Lacoste. Oui, alors je travaillais au départ sur des questions de représentation de la violence de masse dans la littérature du XXe siècle, et en particulier sur la manière dont les témoins survivants ont dépeint leur expérience dans des premières et secondes guerres mondiales, de la guerre d'Algérie, de la déportation, du génocide des Juifs et celui des Tutsis du Rwanda. Et puis, je me suis aperçue que les récits de victimes intéressaient en fait assez peu et qu'on leur préférait la parole plus vigoureuse et mieux achalandée des bourreaux qui, de fait, tiennent une place de plus en plus importante dans la production littéraire contemporaine. En témoigne, par exemple, le succès des Bienveillantes de Jonathan Littell, prix Goncourt 2006, dans lequel le SS Maximilien Aue nous relate à la première personne son parcours exterminateur sous le Troisième Reich. Alors Littell prétendait par là découvrir le secret de l'extermination. Bon, cette idée en vogue que pour comprendre les processus conduisant au meurtre de masse, il faille en passer par la parole du bourreau, fût-il fictif, a été à l'origine ces dernières années d'une floraison d'œuvres, romans, films, pièces de théâtre, essais, sur lesquels je me suis penchée afin de comprendre ce qu'elle nous apprenait véritablement sur le meurtre de masse et ce qu'elle nous disait de ceux qui les commettent. Donc, j'en viens là à cette question du processus d'humanisation du bourreau, puisque d'abord, je me suis aperçue que dans ces ouvrages revenait de manière obsédante toujours la même question, à savoir comment devient-on un bourreau, et qu'elle y recevait toujours la même réponse, qui peut se résumer sous la forme d'une espèce de syllogisme bancal, à savoir tous les bourreaux sont des hommes ordinaires, or les hommes ordinaires c'est nous tous, donc nous sommes tous des bourreaux. Autrement dit, et c'est notamment ce que Littell a voulu démontrer dans Les Bienveillantes, il suffit que la société lève ses limites pour que jaillisse la bête que chacun nourrit en soi-même et que l'on se massacre les uns les autres à tour de bras. Donc ce que vous dénoncez en fait, c'est l'utilisation, le recours, le procédé, disons, littéraire ou créatif, de se mettre à la place du point de vue du bourreau lui-même pour critiquer ses actions. Et alors que le fait de se mettre de son point de vue, de son côté, fait passer à la trappe finalement le point de vue des victimes. Et donc fait oublier l'importance, l'atrocité de ces actes. C'est ça ? Tout à fait. Alors que non seulement ça éclipse la parole des victimes, et puis ensuite on nous fait croire que ça vaut explication. C'est-à-dire que l'homme extermine parce qu'il a ça en lui. Explication qui a pour effet notamment de dépolitiser la question du crime de masse et au passage de dédouaner avantageusement les vrais meurtriers. Ce qui nous rappelle par ailleurs que la France s'est dotée d'un système juridique qui accumule les obstacles à la poursuite des criminels contre l'humanité. On retrouve des résurgences de cette problématique un peu dans tous les domaines. En fait. Alors, derrière ce terme de bourreau, qui est-ce que vous visez en fait ? Qui est un bourreau ? Est-ce que ce sont tous les meurtriers ? Est-ce que ce sont uniquement ceux qui ont commis des crimes de masse ? Qu'est-ce qu'un bourreau ? Sont ceux qui participent à des massacres de grande envergure et qui exécutent les ordres, qui sont des exécutants éventuellement qui les donnent aussi. Et justement, alors en examinant la fantasmagorie qui se déploie autour de cette figure du meurtrier de masse dans ces fictions, j'ai essayé de tracer un portrait robot du bourreau tel qu'on se plaît à le représenter aujourd'hui. Et donc, je me suis aperçue qu'il était à la fois donc un homme ordinaire, puisque vous parlez du bourreau gentilhomme. Du bourreau gentilhomme, exactement. Du bourreau gentilhomme, on va dire victime des circonstances, parce que donc il est homme ordinaire. Parce que tout part de là, en fait, et de l'identification que ça suppose de la part du spectateur ou du lecteur. Je lis Les Bienveillantes pour voir Maximilien Aue qui me répète que je suis comme lui, réaliser des meurtres dont je ne me serais pas cru capable. Et on comprend en même temps l'attrait suscité par ces fictions, puisque en nous dévoilant notre potentiel de destruction massive que nous ne soupçonnions pas, ils permettent à tout un chacun de se rêver en brut. Donc un homme ordinaire, une victime, né au mauvais moment, au mauvais endroit, il a eu la malchance de pouvoir passer à l'acte. J'ajoute que ce passage à l'acte, d'ailleurs, l'auréole tout de même d'un certain prestige. Car en outre, pour que l'identification fonctionne, justement, ces auteurs s'amusent à faire des bourreaux
des êtres un peu au-dessus de la moyenne, retombant par là sur le cliché du nazi cultivé, fin lettré, mélomane, intelligent. Hein, les héros nazis des Bienveillantes en ont remontré à tout le monde par leur raisonnement soi-disant philosophique, et même moral. Hein, l'impératif catégorique n'a aucun secret pour le nazi romanesque, qui se sert toujours de Kant pour justifier l'extermination. Alors, ce qui est intéressant, justement, vous abordez la perspective morale, c'est que dans le cas du bourreau, vous l'avez bien dit tout à l'heure, ce n'est pas lui qui est à l'initiative de l'horreur perpétuée, mais c'est lui qui exécute. Et ça, c'est très intéressant, puisque est-ce que le bourreau est simplement un exécuteur, ou est-ce que lui-même, enfin, est-ce que pour exécuter, il faut adhérer à l'intention elle-même ou pas, en fait? Alors, parmi les figures que je passe en revue, il y a notamment, Eichmann est très en faveur aujourd'hui dans la fiction, et lui voudrait se faire passer pour un exécutant, mais précisément était aussi à la source de ses actes, ce qu'on néglige de reconnaître. Oui, donc la frontière n'est pas forcément très étanche entre justement celui qui fait le bourreau et celui qui est à l'origine des actes mêmes. Non, alors effectivement, oui, mais d'une manière générale, dans ces fictions, beaucoup de choses s'effacent, et notamment effectivement cette frontière-là. Donc, et alors, est-ce que vous pouvez juste revenir, il nous reste très peu de temps, sur cette notion de dépolitisation du bourreau? Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, justement, le fait que l'on se repaisse de cette figure d'un bourreau fantasmé, donc sorte de meurtrier malgré lui, bourreau gentilhomme, comme vous le disiez, cultive l'idée que nous avons tous en nous une espèce de pulsion exterminatrice qui nous détourne de l'idée qu'un génocide, celui du Rwanda par exemple, résulte toujours de l'action concertée de groupes humains, et qu'il n'est pas simplement le produit de la bête en nous, brusquement surgie, qui ravage tout sur son passage. Merci beaucoup Charlotte Lacoste. Le titre de votre livre, c'est Séduction, au pluriel, Séduction du bourreau, et on trouve ça au PUF en ce moment. Merci. C'est noté. Merci Adèle. On finit la semaine avec vous. Une fois n'est pas coutume, c'est une exposition que je vous encourage